un peu dans la conférence de monsieur Thibault Normand, et on donnera les résultats du concours à la fin de la conférence. Voilà, donc par un tirage au sort. Potassez vos questions, il y a 3 questions. Voilà. Bon, et je laisse la parole à Stéphane. Merci Stéphane. Merci Cécile. Bonsoir à toutes et tous. Donc c'est un honneur et un privilège de recevoir ce soir M. Thibault Normand pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est que c'était quand même un représentant du groupe Safran, qui est l'un des plus grands noms de l'aéronautique française. Donc il y en a 4, Safran, Airbus, Dassault et Thales. Bon, après le reste, le GIFAS, c'est 400 entreprises, mais bon, les grands groupes, c'est vraiment ceux-là. Safran est à peu près partout sur un avion, donc au niveau de tous les systèmes de l'avion, donc, et en particulier le moteur. Donc ce que fait Safran et ce que peut nous dire Safran en matière de réduction de l'empreinte carbone de l'aviation, si Safran le fait, on sait que ça va être efficace, puisque compte tenu de son niveau de contribution. Alors, monsieur Thibault Normand donc, est un ancien polytechnicien, donc Polytechnique 2004, après les mines de Paris 2007. Il est directeur climat du groupe Safran, donc c'est vous dire qu'il sait vraiment de quoi il parle. Et alors que nous, donc société à mission depuis septembre 2021, donc on s'est fixé pour objectif de vous former avec une responsabilité éthique, sociétale, de vous former pour trouver des solutions, pour faire évoluer dans le bon sens l'aéronautique, pour diminuer son impact écologique dans les années futures. Parallèlement à nous, le groupe Safran, lui, s'est donné pour objectif d'abord de réduire son empreinte CO2 de 30% en 2025. En 2025, c'est demain. Et de 50% en 2030. On peut dire que c'est un bon début compte tenu des enjeux qui nous attendent. Donc le titre de cette conférence, c'est « Quelle décarbonation pour l'aéronautique à l'horizon 2050 ?» Et M. Thibault Normand donc, est la meilleure personne pour nous en parler. Merci. Alors, je vais commencer par rappeler en quelques mots ce qu'est Safran. Donc, Safran, c'est un groupe qui, pour à peu près la moitié de son activité, produit des moteurs d'avion civils, militaires, des moteurs d'hélicoptères aussi. Par ailleurs, a une participation de 50% dans Ariane Group, donc le monde de l'espace, la propulsion à la fois des lanceurs, la propulsion aussi électrique des satellites. Et puis, pour à peu près la moitié de l'activité, intervient dans un très grand nombre de systèmes de l'avion, que ce soit les trains d'atterrissage, les sièges, les systèmes électriques, tous les câblages, un certain nombre d'équipements qui sont au bout de ces câblages et qui consomment, y compris des équipements d'intérieur de cabine, les fours à micro-ondes, les machines à café que vous avez dans les avions. Donc, on balaye un spectre extrêmement large d'activités autour des moteurs, des équipements et des intérieurs de cabine. Vous le voyez, on a un peu moins de 80 000 collaborateurs aujourd'hui, dans une période post-Covid. Il y a une remontée en capacité, avec énormément de recrutement ces temps-ci, puisque l'aéronautique redémarre très fortement à la suite du Covid. Et au-delà des avionneurs, en termes d'équipementiers, on est le 3e acteur aéronautique mondial. Donc vous avez une illustration de nos activités sur cette planche. À côté de l'aéronautique civile, donc l'aéronautique militaire, évidemment, donc on fabrique sur les Rafales des moteurs, mais aussi des centrales inertielles, par exemple, et une activité dans le domaine spatial qui croît fortement. On part de plus loin. Au-delà de notre participation dans Ariane Group, on est un équipementier du spatial, mais vous devez savoir que le New Space aujourd'hui se développe énormément, les petits lanceurs, la multiplication des satellites, et c'est aussi un domaine sur lequel le groupe travaille.
Alors, au milieu de ce groupe, ça a été évoqué, je suis directeur climat, qu'est-ce que c'est et avec qui je travaille. Au sein de Safran, l'enjeu climat, la décarbonation était tellement essentielle pour nous parmi les différentes questions du développement durable ou de la responsabilité sociétale de l'entreprise que, à côté d'une direction RSE qui existe, qui regarde les aspects sociétaux, les aspects de gouvernance, des questions environnementales hormis le climat, il y a eu le choix de positionner la question de la décarbonation au sein de la direction de la stratégie du groupe. Et donc, très concrètement, mon chef, c'est le directeur de la stratégie du groupe Safran. Et ça veut dire que dans toutes nos décisions stratégiques, la question de la décarbonation est prise en compte. Et mon travail, c'est, avec une petite équipe qui m'accompagne, à la fois de faire valoir ça dans les décisions stratégiques du groupe, mais aussi très concrètement de faire que tous mes collègues, dans toutes les directions fonctionnelles d'une entreprise, les gens qui s'occupent des achats, les gens qui s'occupent, alors évidemment de la conception, on en reparlera, mais aussi de la production, de la logistique, puis aussi les ressources humaines, prennent en compte petit à petit les conséquences de la décarbonation. Il y en a pour qui ça va être hyper concret et très rapide, hein, nos usines, on peut faire d'énormes progrès en matière de réduction de nos émissions. Il y en a pour lesquels les mutations seront un peu plus longues dans le temps, mais par exemple, les profils liés à la transition écologique sont de plus en plus importants pour l'entreprise. Il faut que les ressources humaines aillent évoluent dans leur cadre d'analyse, aillent chercher des nouveaux profils, et puis par exemple qu'elles sachent de manière très précise ce que Safran fait pour le climat, parce qu'aujourd'hui, quand on veut recruter des jeunes ingénieurs, on a besoin de montrer l'engagement de l'entreprise pour les questions climatiques. Alors, la raison d'être de Safran est un peu longue, je ne vais pas l'énoncer en entier, mais au fond, sur la question du transport aérien commercial, cette raison d'être, elle met, et c'est vraiment le cœur de la stratégie, elle met la décarbonation au même niveau que la sécurité aérienne, qui a été un impératif historique extrêmement fort dans le développement de l'aviation. Aujourd'hui, la décarbonation est l'impératif stratégique numéro 1 qui se pose à nous, et c'est ce qui dirige toutes nos réflexions en matière d'innovation, en matière de transformation de l'entreprise, pour aller donc vers une aviation durable et qui reste, c'est aussi un souci important pour nous, accessible au grand public, ce qui, on le verra, est un des débats sociétaux qui traversent en tout cas la société française aujourd'hui. Je ne reviendrai pas sur les autres axes de la stratégie de responsabilité sociétale de Safran. Vous les voyez, il y a une stratégie qui se déploie sur des questions sociétales, des questions de ressources humaines. Safran veut être un employeur exemplaire vis-à-vis de ses salariés, et ce, dans l'ensemble des pays du monde. Et on a positionné la question de la décarbonation comme le premier pilier de notre stratégie RSE. Et une fois qu'on a dit ça et qu'on s'attaque à la décarbonation d'une entreprise comme Safran, le premier point qu'il faut regarder, c'est tout simplement quel est notre impact climatique. Et c'est finalement relativement récent pour Safran d'avoir posé des chiffres sur l'ensemble de ces impacts climatiques à travers ces différentes opérations, ces différentes interventions. Et vous avez un schéma qui résume ça ici. Et je ne sais pas à quel point vous avez déjà été introduit à la façon dont les entreprises comptent le carbone, comptent leur impact climatique, et on le fait de manière très normalisée. Toutes les entreprises du monde communiquent de la même façon sur leurs impacts carbone, et on le fait en définissant des scopes, des catégories d'émissions. Et donc chez Safran, on a évidemment en tant qu'industriel des émissions qui sont dans nos murs, des émissions qui sont liées à l'énergie qu'on consomme, des émissions liées à nos processus industriels. Et dans cette catégorie, on a aussi des émissions liées aux essais de nos moteurs, qui sont cette fois-ci un peu spécifiques. Et puis
au-delà de ces émissions directes, qui dépendent vraiment, qui sont liées à notre activité opérationnelle au quotidien, on a un impact climatique qui est lié à notre environnement, qui est plus indirect, mais qui est aussi au cœur de nos préoccupations. Ça part évidemment de la question de nos produits, et les chiffres qu'on a posés l'année dernière sur l'impact climatique de l'activité de Safran montrent quelque chose que l'aéronautique avait souvent identifié ou qualitativement évoqué, c'est le fait que notre principal impact climatique, c'est l'usage des produits. Ce sont les avions en vol qui émettent des gaz à effet de serre, essentiellement du CO2. Et ça, pour nous, Safran, c'est plus de 95% de notre impact climatique. Donc c'est simplement par des chiffres, par la quantification, une confirmation de ce qu'on savait, qui est que notre priorité absolue, c'est participer à la décarbonation de l'aviation. Mais ça ne suffit pas, et il faut aussi réduire nos propres émissions opérationnelles au sein de nos murs. Et vous le voyez sur la gauche, qui est représenté, c'est les achats. En tant que donneur d'ordre, et avec les autres donneurs d'ordre qui ont été évoqués, hein, Thales, Airbus et Dassault, on est à la tête d'une filière et on achète énormément de biens, de services à nos fournisseurs, à un très grand nombre, parfois de grands groupes, mais aussi beaucoup de PME et d'ETI, notamment en France, dans une structuration du secteur aéronautique qui a énormément de petites entreprises. Et le carbone lié, les émissions de CO2 liées à tout ce qu'on achète, c'est pas loin de 10 fois nos émissions propres, nous, en interne Safran. Et poser ces chiffres, c'est reconnaître aussi qu'on a une responsabilité de tirer l'ensemble de la filière aéronautique vers nous, de les tirer, de les engager dans la décarbonation. Et ça, c'est quelque chose d'évidemment simple à dire, simple à énoncer, mais quand vous avez des dizaines de PME qui n'ont aucune idée de ce qu'est un bilan carbone, voilà, on voit qu'il y a y compris en France, une transformation culturelle, une transformation industrielle de ces acteurs qui est encore de manière importante devant nous et à laquelle on doit prendre notre part au sein de Safran. Donc, par la suite, je vais revenir sur ces différentes catégories d'émissions et la façon dont on déploie notre démarche, mais je veux vraiment insister sur le fait que le message, un message clé en tout cas, c'est que on a regardé l'ensemble de nos impacts climatiques et on considère que l'ensemble de nos métiers au sein du groupe, à un moment ou à un autre, doit prendre en compte ce défi du changement climatique, doit prendre en compte cet impératif de la décarbonation. Et parfois, de manière très très concrète, opérationnelle, c'est des métiers qui vont être transformés par cet impératif. Alors, si on commence par nos produits, à chaque fois, une fois qu'on a défini quantifié des émissions, l'approche, une approche d'ingénieur dans laquelle vous reconnaîtrez sans doute, c'est de poser des objectifs, de définir des trajectoires et d'identifier des leviers, des contributions pour réduire nos émissions sur chacun de ces domaines. Le domaine le plus important, l'enjeu le plus important, je l'ai évoqué, c'est décarboner l'aviation. Et dans ce domaine, il y a un objectif qui s'est imposé ces 2 dernières années, qui est d'atteindre la neutralité carbone du secteur aérien au niveau mondial. Qu'est-ce que ça veut dire la neutralité carbone? Je pense qu'une bonne partie d'entre vous le sait. C'est un équilibre entre des émissions, parce qu'on continuera à émettre, il y a certains procédés qui continueront à émettre du CO2 même à long terme, et des absorptions de carbone. La façon d'absorber le carbone naturel, c'est la forêt, la reforestation, mais on a aussi des technologies qui sont en train d'être développées pour essayer d'absorber plus fortement le CO2. Donc cette neutralité carbone, à l'échelle de l'ensemble du secteur aérien, c'est quelque chose auquel les entreprises se sont engagées en 2021, en octobre 2021, et elles ont proposé cet objectif aux États du monde entier. Et ces États l'ont adopté en novembre dernier à l'Assemblée générale de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Donc aujourd'hui, c'est
de la même façon qu'il y a un objectif de l'accord de Paris pour l'aviation internationale. L'aviation internationale n'est pas dans les objectifs de l'accord de Paris au sens strict, elle n'est pas dans le périmètre des COP, elle est traitée dans le cadre de l'OACI, et longtemps, l'aviation a été critiquée en disant qu'elle n'avait pas le même niveau d'ambition que celui qui était adopté dans l'accord de Paris. Aujourd'hui, les États ont décidé d'adopter ensemble la neutralité carbone comme objectif de long terme pour le secteur aérien. Ce n'était pas un consensus total. Pour être clair, la Chine considérait que cet objectif devrait intervenir plus tard que l'horizon 2050. Il y a un certain nombre de compagnies aériennes du coup, ont une influence sur leurs États au Moyen-Orient qui étaient sur cette même position, mais globalement, les États du monde entier ont voté pour adopter cet objectif. Et cet objectif, on est convaincu, Safran, mais le schéma que je vous montre, il y a grosso modo le même chez Airbus, chez Thales, on est convaincu qu'il est réaliste et atteignable. Il est extrêmement ambitieux. Je ne peux pas vous garantir qu'on saura l'atteindre. On n'a pas la preuve aujourd'hui qu'on y sera dans 30 ans. Mais il est réaliste et il y a une feuille de route crédible pour décarboner l'aérien. Là, c'est un message extrêmement fort. Après, bien évidemment, je suis preneur des questions et vous pourrez le challenger et on en débattra. Mais ce chemin, il est crédible parce qu'on a plusieurs leviers à notre disposition. Et Safran est notamment assez présent sur deux de ces grands leviers. Le premier levier, c'est consommer moins de carburant. C'est l'efficacité des avions. On a encore devant nous des progrès importants de réduction de consommation des avions. On l'a fait de manière majeure depuis l'apparition de l'aviation et des moteurs à réaction, mais on a encore devant nous un ensemble de technologies bien identifiées qui sont en train d'être développées, en maturation, et qui contribueront à des avions beaucoup plus efficaces. Le deuxième grand levier, ça va être de remplacer le kérosène qui aujourd'hui est dans nos avions. Ce matin même, il y avait une réunion avec le ministre des Transports, le ministre de l'économie, de l'industrie, pardon, et le ministre de l'écologie pour travailler sur la façon dont, en France, on va préparer la production de ces carburants durables qui demain remplaceront le kérosène. C'est une opportunité économique et de souveraineté assez formidable pour la plupart des États du monde qui ne produisent pas de pétrole et qui dépendent des importations de kérosène ou de pétrole pour ensuite le raffiner, que d'avoir cette option de carburants durables qu'ils pourront produire localement. Ces carburants, c'est deux voies principales, la biomasse et puis des carburants de synthèse qu'on peut produire à partir d'hydrogène. Et à côté, je reviendrai sur l'hydrogène liquide pur. Donc ça, c'est les deux grands leviers. Au milieu, vous avez une petite contribution de tout ce qui est l'amélioration des opérations aériennes, avoir des vols qui soient des trajectoires qui soient beaucoup plus optimisées, des descentes continues et ce genre de choses. Au travers de cette feuille de route et en tout cas de cette trajectoire, les leçons qu'on en tire au sein de Safran, c'est qu'on a trois grandes priorités stratégiques pour la décarbonation de l'aviation. La première, c'est consommer moins de carburant. Et ça, c'est vous le retrouvez en fait dans toutes les politiques énergétiques, dans toutes les politiques de décarbonation des secteurs de l'économie aujourd'hui. Consommer moins, avoir l'efficacité énergétique maximum, ça devient un impératif aujourd'hui. Et c'est notre responsabilité technologique chez Safran d'apporter ça. Est-ce que ça suffira? Peut-être pas, mais il faut absolument qu'on le fasse. Pourquoi? Parce que les carburants durables, l'hydrogène vert, tous ces carburants ont un coût écologique dans tous les cas. Produire des énergies renouvelables électriques, ça a quand même un coût écologique. Il y a des matières derrière, il y a une pression liée aux mines pour extraire un certain nombre de matériaux. Donc, le moins on en consomme, le mieux c'est. Voilà. Consommer moins, et ça, chez Safran, on a un certain nombre d'axes, je vais le développer tout de suite.
le programme un peu phare pour nous de se consommer moins, c'est le programme de recherche sur notre prochain moteur. À ce stade, ce n'est pas encore un moteur, c'est un programme de recherche technologique dans lequel on met toute l'innovation qu'on a pu identifier et qu'on cherche à faire arriver à maturation pour un moteur en 2035. Par rapport aux années précédentes et aux moteurs précédents, souvent on améliorait un aspect du moteur ou un autre, on était dans l'incrémental. Et on gagnait 10, 15% maximum au niveau de l'avion. Là, on essaye d'accélérer en mettant l'ensemble des champs d'innovation qu'on a identifiés, donc des matériaux qui permettront d'atteindre des températures plus chaudes, de l'hybridation électrique, avec des moteurs électriques intégrés au moteur pour gérer des régimes moteurs particuliers. Cette architecture assez particulière d'hélices non carénées, qu'on appelle open fan, qui doit nous permettre d'augmenter encore le taux de dilution et d'améliorer l'efficacité des moteurs. Tout ça, ça doit nous permettre d'atteindre 20% de consommation en moins à l'échelle du moteur. Et comme l'avionneur travaille sur l'aérodynamique, comme nous on travaille sur des équipements plus légers, et comme le bouclage d'un avion, il y a un effet boule de neige un peu positif, on considère qu'on peut aller jusqu'à 30% de gain de consommation sur la prochaine génération d'avions qui remplaceront les A320. C'est à la fois majeur, c'est quelque chose que Safran dit depuis 2-3 ans. Les Américains n'étaient pas sur cette position, ils étaient beaucoup plus mesurés, ils étaient beaucoup plus dans l'innovation incrémentale ces dernières années. Mais la pression de la transition écologique, on la voit en Europe, mais on la voit aussi aux États-Unis. Et aujourd'hui, Boeing a un discours sur les innovations, les prochaines générations d'avions qui pourraient apparaître, qui est tout à fait aligné avec la vision qu'on porte, qui est vraiment d'avoir une rupture dans l'efficacité des prochains moteurs et des prochains avions. Le deuxième axe, donc, c'est l'accélération du développement des carburants durables. Alors, un mot sur les carburants durables en mélange et puis l'hydrogène. Il y a eu énormément de communication sur les avions à hydrogène, l'hydrogène liquide ces dernières années. Airbus a consacré d'énormes efforts à ce domaine et présenté un certain nombre de technologies qui sont en développement. Quand on regarde aujourd'hui la trajectoire de décarbonation jusqu'à 2050, l'hydrogène liquide, les avions à hydrogène liquide, ne joueront pas un très grand rôle. Probablement dans la deuxième moitié du siècle, ils apporteront des options de décarbonation très intéressantes, mais un avion à hydrogène, aujourd'hui, ce qu'imagine Airbus, c'est un avion qui soit au maximum, disons, 1000 km d'autonomie, plutôt dans la gamme régionale, qui apparaissent peut-être à partir de 2035, au mieux. Donc le temps qu'il monte en cadence, que l'écosystème des aéroports s'équipe, et compte tenu du marché en fait assez limité de cet avion, un avion régional avec une autonomie limitée, quand vous regardez l'aviation mondiale en 2050, ça sera quelques points de décarbonation. Donc, il faut y travailler. C'est une solution qui sera probablement très intéressante pour plus tard. Mais la décarbonation à l'horizon 2030, à l'horizon 2035, à l'horizon 2050, en fait, elle viendra vraiment des avions plus efficaces et des carburants durables en mélange. Ça, c'est un point clé. Le deuxième point clé, c'est que l'hydrogène ne nous permettra pas, même probablement à long terme, d'attaquer le segment des longs courriers. Pourquoi? Parce qu'il prend énormément de volume, l'hydrogène. Et donc, vous avez des tailles d'appareils par rapport au nombre de personnes transportées qui explosent, et donc une efficacité du transport, une efficacité énergétique qui est très mauvaise. Donc, sur le long courrier aussi, on aura besoin de manière pérenne de ces carburants durables. Ça, c'est un point clé. Et du coup, nous, Safran, on a une double responsabilité vis-à-vis de ces carburants. La première, c'est de faire que nos avions puissent voler avec ces carburants durables, tout simplement. Alors, c'est des carburants qui peuvent être utilisés en mélange. Donc aujourd'hui, vous pouvez déjà utiliser 50% de biocarburant dans n'importe quel avion à l'aéroport de Paris.
Mais à long terme, il faut pouvoir passer à 100%, et ce long terme, en fait, il est assez proche, parce que les avions qu'on va commencer à mettre sur le marché en 2030, ils seront encore là en 2050. Et on veut qu'ils soient neutres en carbone. Donc assez vite, pour nous très concrètement, ça a commencé il y a quelques années, on veut que nos moteurs, on veut que nos systèmes à carburant, ils puissent utiliser à 100% ces carburants durables. Ça, c'est notre job technologique, c'est pas rocket science, c'est pas ultra compliqué. Après, le vrai défi, c'est faire qu'il y ait une filière de production. Et les choses bougent vite, mais il y a 18 mois, il n'y avait pas encore de frémissement. On commençait à parler d'objectifs au niveau européen pour l'incorporation de ces carburants. Aujourd'hui, on a des compagnies aériennes qui sont prêtes à mettre des milliards sur la table en achat de carburant durable pour se décarboner. Et on a encore des producteurs qui sont un peu en retard. Et donc, on a un prix, très concrètement, en 2023, un prix des carburants durables qui est extrêmement élevé. Mais tout notre enjeu collectif, Safran et Air France, Airbus, c'est de tirer la filière et de convaincre les acteurs de la production, les acteurs de l'énergie, qu'il y a un marché, que le secteur aérien veut vraiment se décarboner et qu'il faut qu'ils investissent, eux, dans des bioraffineries, de la production d'hydrogène vert pour faire des carburants de synthèse, etc. Donc c'est une question à la fois d'offre et de demande, c'est une question de politique publique aussi. On a besoin d'avoir les pouvoirs publics avec nous. C'est des sujets que vous pouvez voir dans la presse ces jours-ci. On a besoin que les usines ne mettent pas 10 ans à se construire pour produire ces carburants. Donc ça fait partie de la transformation industrielle que notre pays a amené autour de l'énergie, de l'hydrogène et autres thématiques. Sur l'hydrogène plus précisément, on a un travail technologique fort avec Airbus. On a moins communiqué, nous, Safran, sur l'hydrogène, parce qu'on est motoriste, on est équipementier, à un moment on suit les orientations de l'avionneur. Et on a un partenariat avec Airbus pour tester dans la deuxième moitié de cette décennie, probablement d'ici 3-4 ans, un moteur alimenté à l'hydrogène sur un A380 pour tester le fonctionnement complet d'un système d'hydrogène liquéfié à bord qui alimente ce moteur. Et ça, ce sera une démonstration importante, y compris au plan environnemental, parce qu'on va venir derrière cet avion regarder quels sont les traits de condensation générés par de l'hydrogène liquide en atmosphère. Il y a une question qui reste aujourd'hui sur la voie hydrogène liquide. Il faut vérifier, comme on rejette de l'eau, que l'effet des traînées de condensation en haute atmosphère n'est pas plus important que le kérosène. On a des raisons de le penser, et sinon Airbus n'aurait pas fait cet effort, mais il reste un certain nombre de démonstrations physiques à mener. L'autre point, et on a, comme je l'ai évoqué, une participation de Ariane Group, donc la question de l'hydrogène est travaillée depuis très longtemps dans le domaine des fusées. On essaye de passer un certain nombre de compétences vers le secteur aérien commercial. Pas tout à fait facile parce que des fusées, ça vole pas très longtemps, ça vole, en tout cas avant SpaceX, ça volait une fois, et puis on en fait 10 dans l'année chez Ariane. Donc c'est pas exactement les mêmes conditions qu'un avion commercial. Et le dernier point, c'est qu'on essaie de travailler sur des piles à combustible, qui sont une autre façon d'utiliser l'hydrogène, et qui probablement, à moyen et long terme, équiperont tous les avions d'aviation générale, en montant en capacité jusque probablement aux régionaux et à la gamme des ATR. Alors je vais avancer un peu pour vous parler un peu de la décarbonation de nos opérations. Parce que vous le voyez sur la décarbonation de l'aviation, c'est évidemment un défi majeur, mais c'est aussi des choses sur lesquelles on a beaucoup de R&D, mais beaucoup de choses au temps long. Développer un nouvel avion, pour nous, l'horizon, c'est une entrée en service en 2035. Et il y a plein de choses à faire aujourd'hui pour réduire notre impact climatique sans atteindre ces horizons. Et la chose la plus facile, c'est dans ce qu'on maîtrise, chez nous, nos opérations, réduire nos propres émissions de CO2 et réduire notre consommation d'énergie. Et là, on a adopté un certain nombre d'objectifs qui nous positionnent sur une trajectoire compatible avec un réchauffement 1,5 degré. Je pourrais revenir
sur ce que ça veut dire s'il y a des questions. Et on a aussi essayé, pour nos essais moteurs, d'utiliser des SAF, les fameux carburants durables, parce qu'on a considéré que c'était une façon de tirer la filière. C'est très coûteux pour nous, c'est vraiment pas la solution la plus économique de décarboner nos opérations, de s'attaquer à ça. Mais ça nous a permis, finalement, dès le début de l'année 2021, de tirer la filière des carburants durables à une époque où il n'y avait pas encore le niveau de demande qu'il y a aujourd'hui. Et on a à Villaroche, dans l'usine où nos moteurs d'avion civil sont tous testés en sortie des chaînes de production, on a 20% aujourd'hui de carburant durable qui est mélangé au kérosène pour réduire nos émissions. Et on va monter à 35% à l'horizon 2025. Voilà. Ça, c'est un exemple de la façon dont, à la fois sur nos opérations, enfin, on a une correspondance entre nos opérations et la décarbonation de notre secteur, et on peut, par la consommation de Villaroche, qui est grosso modo la consommation d'un petit aéroport de province, disons, après Roissy et Orly, on peut tirer une filière de décarbonation des carburants. Alors après, qu'est-ce qu'on, je ne vais pas tout détailler, mais on a un plan d'action au sein de Safran qui consiste grosso modo à consommer moins d'énergie. Et la crise énergétique européenne qu'on a connue ces derniers mois nous a fait en fait accélérer cette dynamique. Je pense que vous l'avez probablement vu aussi dans vos murs au travers d'un certain nombre de gestes du quotidien et de réflexion sur la façon dont on consomme de l'énergie. Et voilà, réduire notre consommation d'énergie est aujourd'hui un impératif fort qu'on se donne au sein de l'entreprise et qui suscite aussi des investissements. Et on investit beaucoup plus sur cette sobriété énergétique qu'on le faisait il y a quelques années. Le deuxième volet, c'est de nous approvisionner en énergie renouvelable de manière croissante. Et ça, on le fait sur l'ensemble du monde. Donc c'est assez intéressant de voir la dynamique de développement des énergies renouvelables à l'échelle mondiale. L'Europe était plutôt en avance, mais en fait, c'est aujourd'hui des énergies qui sont beaucoup plus compétitives que les énergies traditionnelles dans la plupart des pays d'implantation de Safran, en Asie, au Mexique, en Afrique du Nord. Et donc, naturellement, on a un très grand nombre de projets de développement de ces énergies renouvelables, notamment solaires sur nos sites, qui sont menés. Et on a annoncé, par exemple, début janvier, qu'on allait équiper de panneaux solaires l'ensemble des sites de taille suffisante, en tout cas une soixantaine de gros sites Safran en France, avec des panneaux solaires pour grosso modo produire 10-15% de notre électricité sur nos sites. La question de nos fournisseurs, je l'ai évoqué tout à l'heure, tirer la filière en tant que donneur d'ordre, assumer notre responsabilité est un objectif qu'on se donne. Et par exemple, pour illustrer l'engagement qu'on a dans ce domaine, une fois par an, Safran réunit ses principaux fournisseurs pour une journée d'échange entre voilà, tout simplement un donneur d'ordre et ses fournisseurs. Et en 2022, c'était 100% consacré à la décarbonation. Donc on a réuni nos 400 principaux fournisseurs en termes d'émissions de CO2. Et on leur a fait passer un message très simple, comptez votre carbone, dotez-vous d'un objectif, et puis engagez un plan d'action. De manière très amicale, on leur dit pour l'instant, mais à l'horizon de 3-4 ans, ils savent que ça va être une nécessité pour travailler avec nous. Et que les contrats qu'ils ont avec nous ne seront pas renouvelés s'ils ne s'engagent pas sur une réduction du CO2. Voilà, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui rentre vraiment dans les pratiques de nos acheteurs, ou en tout cas commence à rentrer, parce que c'est un chemin de transformation important. Mais on tient compte aujourd'hui typiquement d'un prix du carbone quand on fait le calcul économique des offres qui nous sont remises par des fournisseurs. On évalue leur maturité pour éviter de choisir des fournisseurs qui sont durablement, entre guillemets, des boulets dans une démarche de décarbonation que le groupe veut porter. Voilà, un exemple très simple, mais derrière c'est un énorme défi parce qu'on a beaucoup de petits acteurs
Je pense à des entreprises industrielles dans le domaine de l'usinage, de la fonderie. En France, elles sont très nombreuses. Elles sont consommatrices d'énergie. Elles ont été très impactées, au-delà du Covid, par la crise énergétique de 2022. Et aujourd'hui, on a pour ambition de les accompagner vers des économies d'énergie, vers une décarbonation, parce que c'est tout simplement, à notre avis, la condition de leur survie. Et puis, pour finir, de manière plus sociétale, on a aussi un engagement pour réduire les émissions liées au déplacement de nos salariés, que ce soit le déplacement sous forme de voyage d'affaires ou les déplacements de domicile de travail. Et je reviens sur un point, parce que c'est pas forcément facile quand on est chez Safran, ou chez Airbus, ou chez Thales, de travailler sur la réduction des émissions du voyage d'affaires, ou la réduction des émissions de la logistique, sachant que les émissions de notre logistique, c'est nos moteurs et nos équipements qu'on met dans des avions et qui partent à l'autre bout de la Terre, parce que les chaînes d'approvisionnement dans l'aérien, elles sont extrêmement mondialisées, et qu'on a des pièces qui font 3 fois le tour de la Terre avant d'être finies. Mais on commence aujourd'hui à poser ces sujets dans l'entreprise et à se dire l'aérien doit être utilisé à bon escient. Et dans la logistique, on peut, en révisant nos façons de faire, nos processus industriels, on peut faire voyager plein de pièces, de moteurs, etc. en bateau. C'est plus économique et évidemment, ça émet beaucoup moins de CO2. De même, on peut commencer à travailler sur le fait d'utiliser de manière raisonnable les voyages d'affaires et prendre en compte le coût du carbone dans notre politique de business travel. C'est pas parce qu'on est une entreprise du secteur aérien qu'on ne doit pas faire attention aussi à la façon dont on consomme le transport aérien. À mon sens, c'est pas du tout contradictoire et c'est plutôt un impératif, parce que sinon on a des salariés aujourd'hui qui sont très engagés pour le climat, qui sont dans des associations et qui comprennent pas comment ils peuvent travailler chez nous et être extrêmement engagés sur les questions climatiques. Et une partie de mon rôle, c'est de faire que ces salariés ils restent chez nous et qui mettent tout leur effort en termes d'impact à décarboner notre secteur, plutôt que de dire je vais aller travailler dans une entreprise de vélo. Et donc, on est traversé au sein de Safran, au sein des entreprises de l'aéronautique, par les mêmes questions qui traversent la société française, les mêmes interrogations, avec des gens très engagés, des gens beaucoup moins engagés sur les questions climatiques, et on doit pouvoir répondre, dialoguer, débattre, et on le fait avec des collectifs de salariés, par exemple, au sein de l'entreprise, de ces questions climatiques, et avoir des positions qui prennent en compte ce débat sociétal. N'hésitez pas si vous voulez rebondir sur ces sujets. Voilà, donc je vous ai un peu dressé un panel ou un panorama de la façon dont on agit sur le climat. Et je pense qu'on est qu'au tout début, nous, entreprises, de ces réflexions, mais à la fois, ça va nous transformer sur un peu tous les métiers, sur un peu toutes les façons de penser de l'entreprise. Il y a un autre point qui est frappant et dont on se rend compte souvent au moment où on rentre dans les entreprises, c'est que, et en particulier dans le secteur aérien, avec tout notre travail sur l'innovation, en fait, on pense très long terme. Nos ingénieurs travaillent sur des technologies qui arriveront en service vers 2035 et pour des avions qui voleront encore probablement en 2060. Donc on pense très long terme, mais ça veut dire aussi qu'on se préoccupe tout de suite des conséquences à très long terme de ces impacts climatiques et que cette transformation, elle s'impose à nous peut-être plus rapidement qu'un certain nombre d'acteurs qui ont des cycles plus courts ou qui voilà, sont moins dans une démarche d'investissement sur le long terme. Et c'est ça qui est passionnant aujourd'hui, c'est que dans les entreprises, ces questions deviennent assez primordiales et réinterrogent la façon dont on fonctionne, dont on prend des décisions au quotidien avec des vrais questionnements stratégiques. Voilà, donc je vous propose de passer à des questions. J'espère que vous en avez. Est-ce qu'à un moment, à un stade, par exemple, 50% de carburant, il va falloir construire tout le moteur ou encore fixer le même avec 100% de moteur? Alors, donc les moteurs aujourd'hui, ils sont. Ouais, pardon, la question pour les gens qui sont à distance, c'est
finalement, pour passer au-delà de ce seuil de 50%, quelles sont les conditions? Est-ce qu'on doit passer à d'autres moteurs ou pas? Ce seuil de 50% de carburant durable. Aujourd'hui, les carburants durables peuvent être mélangés à 50% parce que finalement, c'est très conventionnel. Les gens, un certain nombre d'études avaient été faites pour vérifier que ça restait dans l'aspect, disons, du kérosène. Donc, pas de question à se poser, 50% ça passe. Probablement, on aurait pu aller au-delà. À l'époque, ça paraissait tellement. Enfin, aujourd'hui, on est à 0,1%. Donc 50% ou 55 ou 60, c'était pas tellement le sujet. Donc, ils ont mis 50 et puis. Donc on a déjà des marges là-dessus. Le deuxième point, c'est qu'il y a deux façons d'aller vers 100% de carburant durable. Il y a une première façon, c'est de prendre les carburants qui sont issus de ces filières et de rajouter des aromatiques et modifier un peu leur composition chimique pour qu'elles soient exactement comme le kérosène. Bon, voilà, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Dans les moteurs d'il y a 15 ans, on peut mettre 100% de carburant durable si on a un petit peu ajusté pour que. Ça, c'est une voie qui sera probablement la voie de court terme pour que ce soit compatible avec tous les avions. Il y a une voie, qui sera peut-être celle de moyen terme, qui est plus intéressante, qui est d'utiliser le produit pur des SAF. Elle est plus intéressante parce qu'ils sont environnementalement, ils ont une composition qui est un peu plus clean, et quand ils seront brûlés, ils émettront notamment un peu moins de particules, un peu moins de suie. Et donc, en haute atmosphère, on pense, et il y a des essais en cours avec la DGAC, que ça va générer moins de traînées de condensation. Et donc, il y aura un vrai impact positif. Par contre, ils n'ont pas un certain nombre de composés chimiques qui participaient à l'élasticité des joints, la bonne tenue dans la durée, etc. Et donc, probablement, on aura des petites choses à modifier. Par exemple, le jaugeage du carburant, il dépend un peu de sa composition chimique. Et donc, peut-être qu'il va falloir rajouter un capteur pour détecter la composition chimique pour que le jaugeage soit précis. C'est des petites choses comme ça, mais qui sont du coup plutôt qui seront intégrées à nos moteurs, y compris le moteur LEAP qu'on produit actuellement, mais plutôt à partir de quelque part entre 2025 et 2030, et pas rétrofiter sur les autres avions. Donc il y a ces deux voies, probablement dans le temps, elles se succéderont. Et vous êtes trop jeune, mais quand j'étais petit, il y avait encore des véhicules au super, je ne suis pas beaucoup plus vieux que vous, mais il y avait des véhicules au super, et puis il n'y avait plus de pompe super, et on rajoutait quelque chose d'une essence sans plomb pour avoir une essence qu'on puisse utiliser dans les véhicules au super, et ça peut être un peu ça, la première voie que je décrivais, pour être compatible avec les anciens avions. Et après, nous, on a une spécificité dans nos essais moteurs à Villaroche, c'est qu'on a aussi une branche militaire, et on a un seul réseau de carburant. Et pour le militaire, pour passer à 100% SAF, ça sera probablement encore un peu plus long en termes de certif, de démonstration. Et donc, du coup, voilà, c'est aussi une petite limite pour nous, pour l'usage sur le site. Est-ce qu'il y a une autre question? Attends, je vous amène un micro, ça sera mieux. Bonjour, pour ma part, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que vous travaillez également sur le futur de l'aviation légère? Je pense à tous les avions qui fonctionnent au moteur à piston. Est-ce que c'est également une option que vous envisagez pour les carburants durables? Et la seconde question, ce sera qu'est-ce qui pour vous est la solution pour permettre de rendre les carburants durables plus accessibles? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un peu le plus gros frein, comme vous le disiez au début, pour son utilisation plus large. Alors, sur la partie aviation légère, on est, je suis passé vite du coup, mais on a une filiale qui s'occupe de produits des systèmes électriques et on a fait grossir une activité dédiée aux moteurs électriques. Et aujourd'hui, on a un moteur qui s'appelle Engeneus, qui est décliné en plusieurs puissances, mais le premier devrait être certifié en 2023 et qui est grosso modo au niveau de puissance d'un pas spécialiste, mais l'Icoming en termes de petits moteurs. Et l'idée, c'est de pouvoir, y compris en rétrofit, remplacer ces moteurs thermiques. Et après, on aura un niveau de puissance supérieur pour aller remplacer un PT6. Et on a quelques contrats qu'on a gagnés, soit pour des démonstrateurs, soit déjà des contrats de production, parce que les stades dépendent un peu des différents acteurs. Mais voilà, on a cette stratégie d'aller finalement remplacer du moteur thermique par un moteur électrique avec son électronique de contrôle intégré. Et ça, alors,
c'est pas tant une stratégie business de Safran. C'est-à-dire que Safran n'est pas sur les moteurs thermiques de petite puissance. Et je ne sais pas à très long terme si on sera un vrai acteur fort de l'aviation générale électrique. Mais en tout cas, il faut qu'on apprenne. Et des technologies qui sont là pour faire décoller dans quelques années des avions électriques dans l'aviation générale, c'est en fait les technologies qui permettront d'hybrider cet objet-là, où on aura besoin d'une hybridation légère, mais où on aura en fait le même type de puissance, typiquement dans ces moteurs thermiques en hybride. Donc oui, on s'en occupe, c'est un vaste champ, c'est intéressant parce que c'est un écosystème à créer. Il y a des questions pour les aéroports, les aérodromes. C'est quoi la borne de recharge qu'on va mettre dans les aérodromes? On a ADP, Total qui ont signé des accords pour essayer de développer ces réflexions. Il y aura des questions sur les batteries. On n'exploite pas du tout une batterie de véhicule et une batterie aéro de la même façon. Donc on regarde aussi si nous on peut amener un peu d'intelligence aux avionneurs ou aux gens qui gèrent la recharge pour piloter la recharge de la meilleure façon. Donc voilà, il y a un champ assez intéressant de travail. Sur les SAF, alors c'est pas évident qu'on arrive à vraiment massivement réduire les coûts. Il y a des surcoûts. Aujourd'hui, en plus, il y a une situation un peu spéculative. Il y a tellement de demandes post-Covid et les installations de production, elles ont été conçues, celles qui existent aujourd'hui, elles ont été conçues il y a 5-6 ans. Donc il y a un décalage et on a des prix extrêmement élevés. Donc est-ce qu'on arrivera à descendre, aujourd'hui on parle de 4 à 5 fois le prix, est-ce qu'on arrivera à descendre à 2 à 3 fois peut-être, mais en tout cas pas à parité. Après, ça c'est quand on regarde le prix du kérosène aujourd'hui. En Europe, les compagnies aériennes vont devoir payer les quotas carbone à partir de 2026. C'est les réformes qui sont en cours dans le cadre du Green Deal européen. Il y a une proposition sur la table en Europe de taxer le kérosène. Donc déjà, ça augmente le coût en comparaison, disons, de l'option fossile. Et puis, si on amène dans le prochain avion un gain de 30% de consommation, bon, ça minimise aussi l'impact du surcoût des SAF, quoi. En 30 ans, vous pouvez gagner en fait presque 40% de conso entre les générations de flotte. Si vous gagnez 40% de conso, disons le carburant c'est 25% de surcoût, finalement vous n'êtes pas très loin de compenser un doublement, triplement. Bon. Donc du coup, même si le SAF coûte 4 à 5 fois plus cher, peut-être qu'on va rajouter 30% au prix du billet, 40%. C'est un surcoût, mais voilà, ça ne met pas l'aviation d'un coup hors d'atteinte de toute une population. Donc, c'est un enjeu. Air France, par exemple, en communication, on dit clairement demain, l'aviation coûtera plus cher, mais elle ne coûtera pas 10 fois plus cher. Parce qu'il y a ces progrès technologiques aussi qui permettront de moins consommer. Est-ce qu'il y a une autre question? Devant. Ouais. Devant. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas comment formuler ma question, mais c'est plutôt sur le point de vue des matériaux qui permettent à construire tous les équipements qu'on peut avoir dans un avion, notamment pour les prochains moteurs. Et la question, c'est d'où viennent les matériaux? Sont-ils bien recyclés? Faut-il, entre guillemets, revoir notre processus? Et donc voilà, c'est autour de ça, en dehors des énergies qui permettent de faire fonctionner, plutôt comment on va réutiliser les matériaux pour éviter les extractions de plus en plus difficiles. Ouais. Ouais, vous avez tout à fait raison, on n'est pas encore au niveau là-dessus, clairement. Si je parle de la fin de la chaîne, on a du recyclage dans les avions. Il y a un acteur qui en France est l'acteur un peu de référence, toujours cité, qui s'appelle Tarmac Aerosave, qui est en plus technologie que la casse auto des avions, hein, grosso modo.
qui désossent l'intérieur. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a plein d'équipements qui sont rapatriés chez les loueurs, chez des brokers qui les revendent sur les marchés de l'occasion. Donc, en fait, les équipements à l'intérieur de l'avion, il y a 1000-1500 équipements qui font partie d'une liste, qui Tarmac les enlève et les envoie à la personne qui leur a amené l'avion en fin de vie, parce que ça a de la valeur, parce qu'on veut les utiliser juste pour épuiser tout leur potentiel d'utilisation. Ça, je me laisse un peu de côté. Et après, en gros, Tarmac s'occupe de séparer les principaux métaux et va à peu près recycler 80% en alu pur, 10-15% en alu mélangé à d'autres métaux, et puis il y a une fraction qui est pas recyclée. Par contre, c'est pas recyclé pour l'aéro. Le problème, c'est que basiquement, ça devient de la canette ou je schématise, mais ça ne revient pas dans le secteur aéro. Et ça, c'est un problème. Un, pour nous, parce que du coup, notre matière, elle vient bien des mines plutôt que du recyclage. Donc, on recycle, c'est pas perdu, mais on n'enfouit pas. Mais on remet pas en entrée. Et deux, c'est aussi une perte de valeur parce qu'à la base, c'était un aluminium particulier, c'était un titane particulier, c'était un nickel particulier, de qualité aéronautique, et cette qualité, on la perd. Et ils avaient des procédés particuliers pour nous arriver, peut-être plus coûteux en énergie, etc. Tout ça, d'une certaine façon, est un peu gâché. Alors ça, c'est la fin de vie. On a sur nos produits, notamment moteurs, les pièces de nos moteurs, de plus en plus de réparations. Et notamment, sur les derniers moteurs, on passe beaucoup en contrat de fonctionnement à l'heure de vol. Et avant, on gagnait notre argent en changeant des pièces. Et là, on est en train de switcher vers un modèle où on assure que le moteur est disponible et où il faut qu'on soit le plus économique possible et qu'on répare le plus de pièces possible. C'est un changement de mindset et de business model et on développe la réparation. Et si je fais encore un step, dans notre production, pour obtenir une pièce qui va voler, elle a une géométrie particulière. Et en fait, il y a plein de matières qui n'aboutissent pas à la pièce. On a un lingot de titane, et à la fin, on a une pièce en titane, mais il y a 90% de la matière qui ne vole pas. Parce que vous devez avoir une forme très particulière, et donc vous êtes parti d'un énorme lingot, et à la fin, vous avez un truc qui pèse 10 fois moins. Et tout ce qui ne vole pas, ça, pour le coup, on essaye, on n'est pas encore à 100%, on est là, mais on essaye de le renvoyer vers le producteur de matière. Typiquement en France, un groupe comme Aubert et Duval, qui fait des alliages spéciaux, on lui renvoie ses copeaux en usine. Parce que ça, il arrive à les fondre pour nous les renvoyer avec la matière. Donc cette boucle, mais qui est quand même un peu plus amont, avant qu'on ait vraiment le produit, ça, on a une boucle qui existe, qui n'est pas encore, à mon avis, on peut augmenter ce niveau de recyclage des copeaux, mais voilà, il existe tout simplement parce que ça nous fait économiser des coûts. Et donc, elle a été mise en place depuis un certain temps. Voilà, et le dernier point, c'est que, je suis encore un step vers l'amont, on a des règles, parfois dans la définition de nos pièces, dans la conception, dans nos propres règlements internes sur les matières, qui ont été pensées il y a 20 ans, voire beaucoup plus, et qui disaient, l'aluminium pour telle pièce, il viendra minerai naturel. Et ça a été certifié. Et ça fait partie de nos référentiels de certification. Vu d'aujourd'hui, c'est débile. On va dire, il a telle pureté, il a tel machin. Mais c'est. Voilà. À l'époque, c'était. On voulait être sûr que c'est de l'aluminium naturel, parce que l'aluminium recyclé, on ne sait pas trop. Et donc ça, on ne peut pas forcément le changer facilement du jour au lendemain sur un programme en cours. Donc, on a une réflexion sur les prochains programmes pour se dire, dans la conception de nos pièces, il faut absolument qu'on, dès le début, on se dise que ça pourrait être du recyclé. Et donc, que les marges de tolérance, etc., que peut-être on prenne comme spécification de la matière, non pas la meilleure des matières possibles qui vient du naturel, mais la meilleure des matières qui viendra d'un recyclage. Et peut-être que ça suffit pour nos specs. Peut-être qu'on était dans la surqualité à l'époque et que nos ingénieurs devaient être hyper précis, hyper qualitatifs, mais qu'en fait, la meilleure matière recyclée d'aujourd'hui, elle suffit. Donc ça c'est la boucle qu'on appelle d'éco-conception, vous devez connaître, qui est vraiment, pour nos futurs programmes, penser dès aujourd'hui qu'on fera ce recyclage. Donc c'est un chemin,
c'est un chemin sur lequel on communique pas assez. Et parce que tout simplement, il y a pas mal de briques. Et même nous, chez Safran, on n'a pas encore, dans la direction, à la stratégie, vraiment fait ce panorama avec les volumes. Je voudrais pouvoir dire, on recycle tant de pourcents des copeaux de métal dans l'ensemble du groupe. Aujourd'hui, je ne sais pas vous dire. Une autre question? Mon idée, c'était un peu sur le même domaine, c'était au niveau des composites. Ça touche, je pense, plus l'avionneur en question, mais on présente le composite comme un vecteur de la réduction des émissions de carbone, notamment pour l'allègement. Et est-ce qu'il y a des pistes pour le recyclage? Parce que j'ai vu que ça pose quand même beaucoup de problèmes. Effectivement, l'avionneur est concerné, mais nous, on est concernés parce que ça, ce que vous voyez en noir, hein, c'est du composite. C'est du composite en plus tissé en 3D, donc un peu particulier. On a des travaux de recherche sur le recyclage, nous, Safran. Après, le recyclage des composites, alors il y a des startups qui se montent. Hein. Il y en a une en France qui est née il y a peut-être 2 ans, qui s'appelle Fermat, F-A-I-R-M-A-T, si vous voulez regarder, qui fait grosso modo du broyage en petites fibres et qui du coup reconstitue des panneaux de composite qui auront une utilité, alors plutôt pas dans l'aéro, c'est downgradé comme on dit, mais qui auront quand même une utilité comme matériau. Et eux, ils ont signé des accords justement avec Tarmac, qui est l'opérateur dont je parlais tout à l'heure, mais aussi avec d'autres industries. Et après, on a un champ qui est en fait aussi beaucoup tiré par l'éolien, puisque les éoliennes, les premières éoliennes qu'on mettait avec les pannes composites, on ne savait pas les recycler. Et ça a fait partie un peu des scandales, des guillemets, des controverses qu'il y a eu sur la filière éolienne. Et aujourd'hui, non seulement les opérateurs, notamment du monde des déchets, commencent à avoir des solutions pour les anciennes éoliennes, mais on a du composite, entre guillemets, nativement recyclable, qui est en catalogue chez les producteurs d'éoliennes. Donc, voilà, tout ça évolue. Clairement, les aubes de nos moteurs LIP qui sont rentrés en service en 2015-2016, il n'y avait pas dans le cahier des charges forcément la recyclabilité, donc on essaye de rattraper le temps perdu. Et après, quand on fait le bilan environnemental global, l'allègement que ça permet reste de toute façon le temps. Voilà, ça justifie de l'utiliser. Parce que ça fait finalement des volumes qui ne sont pas énormes. C'est idiot de se retrouver à les enfouir, mais même si on les enfouit, ça fait des volumes pas énormes par rapport à un allègement sur la vie d'un avion. Et donc, il y a des gains de CO2 qui sont vraiment monstrueux. D'autres questions? Bonjour. Moi, j'avais une question concernant une question plus globale, je dirais, concernant la décarbonation de l'aviation en général. Est-ce que vous pensez qu'elle sera suffisante pour entamer vraiment une transition énergétique plus globale, étant donné qu'on sait que quand même l'aviation n'est pas le plus gros pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre? On n'est qu'un secteur. Après, on est un secteur plus difficile à décarboner. Donc, le fait que nous-mêmes, on s'y attelle, finalement, ça peut mettre de la pression à d'autres. C'est pas forcément négligeable. Il y a 5 ans, dans l'aérien, je ne sais pas si c'est 5 ans, mais on disait la dernière goutte de pétrole sera consommée dans les avions. Aujourd'hui, le secteur aérien dit non, je ne veux pas être le vilain petit canard qui va être le dernier à décarboner, à se décarboner. Et ça met un peu la pression à d'autres secteurs. Le monde de l'acier, le monde du ciment, enfin, aujourd'hui, personne ne va être celui qui sera le plus en retard dans sa décarbonation. Donc, voilà, c'est pas l'aviation en lui-même, avec seulement ce secteur qui va entraîner les autres, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un mouvement mondial et que tous les autres secteurs qui sont aussi difficiles à décarboner se prennent en main. Le maritime, par exemple, on fait souvent des comparaisons avec le secteur maritime. Aujourd'hui, on représente à peu près la même part des émissions. Ils sont en train de se bouger. Donc, voilà, il y a des signaux plutôt positifs.
Après, est-ce que les technologies dont on parle suffiront à faire la transition énergétique mondiale? On verra. Il y a une question, un des enjeux qu'on aura devant nous, c'est la question de la quantité d'énergie décarbonée dont on disposera. Parce que dans la neutralité carbone, à la fin, vous avez de l'électricité décarbonée et de la biomasse. Et tout le monde en veut aujourd'hui. Les aciéries veulent de l'hydrogène décarboné, et donc de l'électricité renouvelable pour se décarboner, le maritime aussi, nous aussi. Donc, on a plutôt aujourd'hui un problème, entre guillemets, de riche, qui est de voir avec les ambitions de tous les secteurs à se décarboner, si on arrive à faire tenir compte sur le plan énergétique par rapport à nos ressources. Merci. Merci encore pour cette conférence passionnante. Là, je rebondis sur la question précédente. Pour décarboner l'aéronautique au niveau mondial, il va falloir beaucoup d'électricité décarbonée. Donc, ma première question, c'est est-ce que pour un groupe de la taille de Safran, qui est quand même un groupe très important, il y a des études prospectives, bien sûr ça ne dépend pas de vous, mais des études prospectives sur ce qu'on peut compter sur la décarbonation de l'électricité mondiale à horizon 2050. Et si la décarbonation de l'électricité mondiale n'est pas au rendez-vous, deuxième question, quels sont les pronostics, jusqu'où on peut aller au niveau de la décarbonation de l'aviation? On a un organisme qui nous donne des réponses typiquement à ça, qui est l'Agence internationale de l'énergie, qui dépend de l'OCDE, qui a des scénarios énergétiques voilà, qui font un peu référence depuis des décennies. Et ils ont vraiment fait un virage en 2-3 ans sur les questions de transition écologique. Il y a 5 ans, ils étaient vus comme le lobby des pétroliers au sein des pays de l'OCDE. Et de plus en plus, ils définissent des trajectoires de décarbonation, y compris assez profondes, 1,5 degré, de l'ensemble des secteurs économiques. Et pour l'aérien, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent tout en cohérence. C'est-à-dire que si on décarbone l'aérien, bah, il faut de l'électricité renouvelable, donc il faut des matériaux, donc il faut une industrie des matériaux, ça consomme de l'énergie, etc. Et ils vérifient que tout ça est cohérent. Et dans leur scénario sur la trajectoire 1,5 degré mondiale, ils décrivent un secteur aérien qui se décarbone à peu près à 80%, enfin en tout cas la part de carburant durable, c'est 80% en fin de période. Et donc les émissions sont un peu plus faibles que ça, parce qu'il y a aussi du gain de consommation. Mais pour faire tenir ça sur les ressources énergétiques mondiales, ils ont une croissance du trafic qui est un peu plus faible que ce que le secteur voit. Ils ont une croissance du trafic qui est grosso modo entre 1,5 et 2% par an au nombre de passagers. Quand Safran, les prévisions officielles du marché qu'on publie, c'est 3%. Airbus, c'est souvent 4%. Donc oui, il y a un sujet de croissance. C'est-à-dire qu'à un moment, il y aura peut-être une forme de bouclage par la sobriété, par une croissance un peu plus faible. Mais en même temps, ils ont fait cet exercice qui montre que le trafic peut croître, tout en faisant cette décarbonation mondiale compatible avec 1,5 degré. Donc pour moi, c'est un message voilà, intéressant parce que si on n'arrive pas à apporter cette technologie, oui, il y a un risque fort que l'aérien soit bridé. Et aujourd'hui, c'est bien ce que vivent les acteurs de l'aérien, c'est que si on ne fait pas la décarbonation, on est mort, d'une certaine façon, en tout cas en Europe, et à moyen terme ailleurs, parce que les États-Unis aussi, ils visent la neutralité carbone. La Chine vise la neutralité carbone, 10 ans plus tard que le reste du monde, mais ils le visent aussi. Donc c'est un impératif, c'est une condition de survie. Il faut qu'on apporte ces technologies. Après, en fonction de la décarbonation des autres secteurs, en fonction des ressources énergétiques et des développements technologiques qui auront lieu, on aura une croissance économique, une croissance du trafic qui est celle qu'on voit aujourd'hui, ou peut-être un peu moins. Ça, c'est une vraie question qui est ouverte. Et on n'a pas besoin, d'après ce scénario de l'AIE, de décroître. C'est aussi un message important. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Moi, j'avais peut-être une question, en fait, c'est par rapport à vos prestataires, aux fournisseurs, hein. Vous avez parlé tout à l'heure du fait de les aider eux aussi à se décarboner. Quels sont les moyens, enfin, si on doit préciser, comment vous faites? Parce que peut-être que certains de nos étudiants ils vont travailler chez ces gens-là. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment la démarche réussit. Alors, on est un peu au début du chemin. Le premier point, c'est qu'on leur explique ce qu'on fait nous, tout simplement. Et on essaye de le faire avec les mots les plus simples possibles, c'est-à-dire pas les miens, mais ceux d'un patron de business unit qui a une taille à peu près cohérente avec la leur, et qui leur dit, bah voilà, pour moi c'est simple, je fais 3 choses, j'ai gagné de l'argent parce que j'ai consommé mon énergie. Enfin, voilà, on essaye de leur communiquer ça par des opérationnels à partir de notre expérience propre. Le deuxième point, et on n'a pas complètement abouti là-dessus, c'est de leur mettre à disposition des ressources de formation, des ressources de guide, des ressources d'outils pour calculer leur bilan carbone. Voilà, qu'ils aillent prendre leur facture d'énergie, ça ils l'ont, et puis on leur met un petit outil simple qui leur permet de calculer leur bilan carbone, qui leur montre si je veux être à tel niveau d'ambition, que je reprends mes émissions de l'année temps, bah, il faut que je fasse au moins tant de pourcents de progrès d'ici telle période. Un peu voilà, des guidelines, des outils très concrets, très pratiques. Et typiquement, là, on est en train de consulter des cabinets de conseil pour monter un programme d'accompagnement des plus petits, parce que les plus gros, ils n'ont pas besoin de nous. Enfin, Solvay, qui nous fournit des films de carbone, ils sont plus avancés que nous. Et toutes ces PME, toutes ces ETI, on reconnaît qu'on a besoin d'apporter quelque chose, qu'on ne va pas juste être avec un bâton à leur dire si vous ne le faites pas, vous sortez. De toute façon, le secteur aéronautique, il y a une codépendance avec les fournisseurs, on est avec eux pour toute la durée d'un programme, on est mariés pour longtemps, d'une certaine façon, donc on doit faire ça dans une forme d'accompagnement, évidemment de pression, mais aussi d'accompagnement. C'est beaucoup finalement de la pédagogie. Oui, il y a beaucoup de pédagogie, il y a tout simplement que dans la réunion annuelle entre top management du fournisseur et top management chez nous, le carbone, c'est un des points. Bon, bah, quand vous le mettez à l'ordre du jour, le fournisseur, il vient en disant qu'est-ce qu'il faut que je dise, quoi. Est-ce que vous savez ce qu'on attend de moi Et puis à l'inverse, s'il a déjà démarré, bah, il essaie de se valoriser. Donc on a aussi une notation des fournisseurs. On va leur dire vous êtes dans telle catégorie, vous êtes dans les 10% les plus avancés chez nous, ou alors vous êtes dans les 90%, enfin les 10% les moins avancés. On va faire des awards pour mettre en valeur les réalisations voilà, des plus vertueux. Donc c'est tout ce mécanisme, mais qui au fond existait déjà pour la qualité. Ou pour, et aujourd'hui, on ajoute une nouvelle corde à l'arc de la relation client-fournisseur, qui est le carbone. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une chanson? Bon, il n'y a pas d'autres questions? Est-ce qu'on passe, on va du coup remercier Monsieur Normand. On va